merci vraiment à toutes et à tous de vous être rendus disponibles pour ce webinaire sur la facturation électronique que nous organisons donc avec Emric. Peut-être pour se présenter en quelques mots dans un premier temps. Donc moi je suis Pierre Dallavera, je suis un des associés du cabinet expert comptable. Je m'occupe tout particulièrement avec Emric du projet facturation électronique, puisque je, dans ma formation initiale, j'ai un diplôme aussi de fiscalité et je donne quelques cours de système d'information à l'université de Bordeaux dans les cursus comptables. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et vous verrez il y a beaucoup de choses à dire sur cette thématique-là. J'ai demandé à Aymeric Bouteiller, qui va se présenter aussi, de m'accompagner, notamment sur les problématiques purement agricoles et viticoles, sur lesquelles je ne suis pas du tout spécialisé, et lui, il l'est. Donc, Aymeric, si tu veux bien nous dire quelques mots. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Aymeric Bouteiller, je suis aussi expert comptable et associé du cabinet. Au sein du cabinet, j'ai plutôt en charge la digitalisation et le service informatique. Et en dehors de ça, effectivement, je suis un portefeuille de clients dont certains d'entre vous aujourd'hui, donc toutes sortes d'activités et en particulier, évidemment, des entreprises viticoles. Voilà, à toi, Pierre. Allez, parfait. Écoutez, je vais tâcher de partager la présentation. Aymeric, dis-moi si tu vois bien les diapositives. Oui, c'est bon, c'est C'est affiché. parfait. Alors, on va vous parler de la facturation électronique et toute cette réforme qui arrive à grands pas. Simplement, peut-être dans un premier temps, pour vous redonner, hop là, est-ce que ça veut bien cliquer cette affaire? Voilà. Pour vous redonner un petit peu la frise de temps, pour vous dire que c'est pas un projet, c'est pas une lubie, une complexité française qui nous tombe dessus. C'est un processus qui existe dans le monde depuis un grand nombre d'années. On voit que ça a commencé il y a déjà une vingtaine d'années en Amérique du Sud. Le Mexique a été un des premiers pays qui a été soumis à l'obligation de facturation électronique. On voit que depuis, un certain nombre de pays européens sont rentrés dans le jeu, l'Espagne, Hongrie, Italie, on a de plus en plus de pays qui vont vers ce dispositif. Et on voit qu'il y a des pays du type Kazakhstan, du type Albanie, Kenya, qui ont aussi rejoint le groupe des États qui sont soumis à l'obligation de facturation électronique. Donc c'est pas du tout une idée franco-française, c'est une idée mondiale. Il y a même au niveau européen, de l'Union européenne, il y a même aussi des discussions pour essayer de rendre un peu les facturations électroniques encore plus convergentes. Et l'objectif de cette facturation électronique, il y en a plusieurs. Le premier objectif, qui a été donné par l'État, c'est avant tout de lutter contre la fraude fiscale, parce que il a été estimé qu'il y avait environ 20 milliards d'euros qui échappaient à l'État français du fait de la fraude à la TVA. Donc c'est vraiment le premier enjeu. Personne ne s'en cache, c'est le premier sujet. À titre d'exemple, l'Italie, quand ils sont passés à la facturation électronique en 2019, j'ai lu que 1 milliard d'euros avaient été gagnés dès le premier mois de passage à la facturation électronique. Donc il y a des enjeux qui sont considérables au niveau des finances publiques et cela veut dire aussi que même si on a cru qu'il y aurait des reports supplémentaires, on a eu assez récemment, là, le 14 avril, on a eu un rejet d'un amendement qui avait été déposé le 23 mars. Vous avez peut-être suivi ce sujet qui avait pour objet le report de la facturation électronique et cet amendement a été rejeté. J'étais moi-même à la journée de la facturation électronique à Paris la semaine dernière. La DGFiP nationale était présente et il y avait une ministre également qui nous ont réitéré leur souhait que le calendrier soit tenu. Alors évidemment, on n'est pas à l'abri d'encore de soubresauts, mais l'hypothèse la plus probable malgré tout à ce jour, c'est que le calendrier qu'on va vous exposer ensuite sera tenu, donc 2026 et 2027, pour un petit peu spoiler la suite. Donc je disais premier objectif, lutte contre la fraude fiscale, mais c'est pas le seul en réalité, il y a aussi d'autres idées. Il y a une idée de gain de temps.
En fait, on se rend compte que, les factures, c'est devenu un sujet assez compliqué, notamment avec des débuts de dématérialisation. Il peut y avoir des clients qui vous imposent en tant que fournisseur de déposer vos factures sur des plateformes, des plateformes qui leur sont propres, donc les modalités d'envoi peuvent être assez compliquées. Les modalités de réception sont aussi assez compliquées. On a des choses qu'on reçoit par mail, en papier, qu'on reçoit en double. Le client, on lui a envoyé par mail, par papier, mais il nous dit qu'il a pas reçu la facture, donc il ne la paie pas. Donc on a tout un tas de complexités liées au schéma, de digitalisation de la facturation qui font qu'il est estimé à l'heure actuelle qu'une facture, ça coûte environ 9 € à être traitée. Donc évidemment, traiter de la facturation électronique, ce ne sera pas gratuit parce qu'il y a des outils, il y a des PDP, on y reviendra. Il y aura un coût de traitement informatique, de la facture, mais il est estimé que ce sera moins de 9 €, donc que globalement, les entreprises y seront aussi un petit peu gagnantes. Alors je disais lutte contre la fraude fiscale, gain de temps. Troisième objectif également, c'est que si tout marche correctement, les déclarations de TVA seront pré-remplies, au moins à 90% dans un premier temps. C'est un peu, informatiquement, c'est un peu le même type de réforme que le pré-remplissage des déclarations de revenus, et le prélèvement à la source. Et ensuite, peut-être dernier objectif, c'est qu'évidemment, vous verrez dans le lot, il y a des transmissions à l'État d'un certain nombre de données et donc, la captation de cette data permettra une meilleure connaissance des entités. On verra ce que l'État en fait, mais c'est aussi un quatrième objectif qui est poursuivi par les États. Donc ça, c'est pour brosser un peu le panorama, global de l'histoire de la facturation électronique et comment est-ce qu'elle se situe dans le temps en France. Ce qui est important ensuite d'avoir en tête, c'est que, il va y avoir 3 impacts, majeurs à cette, obligation de facturation électronique pour vous, entreprise. Trois types d'obligations. Alors on va y revenir en détail, hein, mais c'est pour, vraiment que vous ayez le panorama un peu complet dès le départ. On a une première obligation, alors c'est la terminologie anglo-saxonne, mais qui est vraiment utilisée dans tous les dans toute la documentation de l'État sur ce sujet de facturation électronique. Donc il y a la première obligation, c'est le e-invoicing. Donc c'est ce qu'on comprend généralement par facturation électronique au premier abord. Donc c'est le fait d'émettre des factures sous format de fichier, format dématérialisé, à une plateforme de dématérialisation partenaire, PDP. Ça aussi, c'est un mot important à retenir. PDP, c'est une plateforme de dématérialisation privée, avec laquelle vous allez devoir travailler. Donc ces facturations, cet envoi de facturation, on y reviendra, mais ça concerne les facturations qui sont faites aux autres entreprises en France. Ensuite, le e-reporting, ça concerne les opérations qui ne sont pas soumises, ou un certain nombre d'opérations qui ne sont pas soumises au e-invoicing. Le e-reporting, c'est le fait de transmettre des informations complémentaires à l'administration par des flux également. Donc là, il ne s'agira pas de transmettre les factures en format informatique, mais de transmettre des informations regroupées. Et dans ce e-reporting, il y a 2 grandes familles. Il y a le e-reporting de transaction. Ça va être de comment dire à l'administration quel est le chiffre d'affaires que j'ai fait envers des particuliers et des non assujettis, parce qu'on verra que les particuliers et les non assujettis ne rentrent pas dans le cadre du e-invoicing, on va faire une centralisation des données de vente, et aux entreprises à l'international, intracommunautaire ou export. Et également certaines données en achat, notamment les livraisons intracommunautaires de biens et de services qui feront l'objet aussi de e-reporting de transactions. On a un deuxième e-reporting qui concerne le paiement. Il va falloir aussi déclarer à l'administration un certain nombre de paiements et cela va concerner toutes les prestations de services que vous avez vendues, si vous êtes prestataire de services, évidemment, et dans l'hypothèse où votre entreprise n'a pas opté pour les débits. Ça, c'est typiquement une obligation qui est liée à la TVA, puisque dans la TVA, on distingue bien 2 familles, ceux qui font de la vente de biens et ceux qui font de la prestation de services. Ceux qui vendent des biens sont soumis, doivent payer la TVA à partir de la délivrance du bien, et quand il s'agit de services, la TVA est exigible au moment du paiement. Donc, pour pouvoir faire en sorte de pré-remplir correctement une déclaration de TVA, il faudra que l'État ait des informations sur les paiements des prestations de services que vous avez pu effectuer si jamais vous n'avez pas opté pour le débit, puisque les prestataires de services peuvent opter globalement pour ce régime qui revient à avancer l'exigibilité au moment de la facture.
Troisième obligation qui est tout aussi importante, le e-invoicing, c'est le plus connu, mais ça pourrait paraître relativement simple. Le e-reporting, on voit que déjà, c'est assez trapu, mais on va y revenir un peu plus précisément. Mais il y a quand même un certain nombre de flux complémentaires à donner qui ne sont pas du tout évidents à agréger. Et le troisième, c'est le cycle de vie des factures. C'est-à-dire que au sein de l'outil PDP sur lequel on va revenir, il va falloir également déclarer sur l'outil et donc à l'administration à quel stade en sont vos factures. Est-ce que vous les avez bien reçues? Est-ce que vous avez accepté leur traitement ou est-ce que vous le refusez? Et dans certains cas, aller jusqu'au paiement. Donc tout le cycle de la vie de la facture va devoir être traité dans un outil qui sera connecté avec l'État. Donc ça veut dire que ça va venir évidemment impacter un peu vos processus. Alors je reviens sur on est déjà allé un petit peu dans le détail des 3 obligations, mais encore une fois, on va y passer un petit peu de temps. Qui est concerné par la réforme? Ça, c'est quand même très important à savoir. Donc ceux qui ne sont pas concernés, c'est assez simple, c'est les particuliers, c'est les associations à objet non commercial et c'est les entreprises qui ne sont pas établies en France. Tout ça, ça n'est pas concerné par la réforme. Ensuite, le reste, ça l'est, globalement. Donc, dans les assujettis à la TVA, il y a deux distinctions. Il y a ceux qui la payent, donc les redevables, et donc normalement tous les redevables sont soumis à l'obligation de facturation électronique, sauf certains cas hyper particuliers d'opérations qui rentrent dans le cadre secret défense et quelques options particulières qui ne sont pas soumises à la TVA, celles-ci, sauf si vous avez opté pour. Bon, là, je ne vais pas aller dans le détail sur ces thématiques, mais vous pourrez poser des questions si cela vous intéresse. Autre sujet, il y a des gens qui sont redevables de la TVA, mais qui ne la paient pas parce qu'ils sont soumis à la franchise en base, par exemple, pour les micro-entreprises. Ces entreprises-là, même si elles ne paient pas la TVA, seront dans l'obligation de se soumettre à la réforme de la facturation électronique. Donc, j'ai vu qu'il y avait, alors je ne sais pas si on a des Guyanais avec nous, il y en avait qui étaient inscrits, mais il est quand même très tôt en Guyane. Donc en Guyane, la TVA n'est pas applicable pour les opérateurs qui y sont situés et ils n'ont pas la qualité d'assujettis, donc ils ne sont globalement pas concernés par la réforme de la facturation électronique, sauf dans l'hypothèse où ils émettraient ils auraient de la facturation qui serait soumise à TVA. Dans ces cas-là, ils seraient soumis pour ces opérations-là. Donc là, peut-être qu'on pourra faire se parler directement avec les gens qui seraient concernés parce que ça ne concerne pas la majorité du monde. Aymeric, est-ce que tu peux nous faire peut-être un complément sur ce qui concerne les SCI, les GFA peut-être? Donc, oui, alors sur la partie SCI et GFA, donc un certain nombre sont soumis à la TVA, en particulier ceux qui ont une activité professionnelle en tant que telle. Par exemple, si c'est un GFA qui facture des fermages à une société d'exploitation, une SCI pareil qui facture des loyers à une entreprise parce qu'elle est détentrice des bâtiments d'exploitation. Donc, dans tous ces cas-là, ben, la société, encore une fois qui est une société civile, est soumise aux obligations qu'a décrites Pierre et donc est soumise à la nécessité de choisir également un PDP et de se conformer à l'ensemble des transmissions qui sont obligatoires dans le cadre de la réforme électronique. Alors, ça peut paraître pas très compliqué dans le sens où il n'y a pas beaucoup d'opérations dans l'année, mais globalement, on ne peut pas s'exonérer de faire ce type de société ne pourra pas s'exonérer de faire le choix d'un PDP qui traitera les quelques factures, les quelques encaissements et donc les quelques mouvements qui existent dans l'année. On peut, au même titre qu'aujourd'hui, ben, ces sociétés-là, quand elles sont soumises, ont l'obligation de faire une déclaration de TVA. Alors certaines ont opté aujourd'hui pour une déclaration qui est annuelle, donc elles auront des obligations qui seront plus rapprochées dans le temps, on va en parler tout à l'heure. Mais donc il faut quand même avoir en tête que toutes les sociétés périphériques que peuvent avoir un certain nombre d'entre vous dans le cadre de leur entreprise, donc des sociétés dont en général on peut considérer qu'elles seraient hors périmètre, ce ne sera pas du tout le cas à partir du moment où elles sont soumises à la TVA, même si encore une fois, ça sera relativement simple. Parfait, merci, très clair. Les échéances, le calendrier.
Donc, je vous ai un petit peu spoilé tout à l'heure avec avec 2026 et 2027. De quoi s'agit-il? Alors, il y a 2 dates. Il y a une date qui est celle du 1er septembre 2026, à laquelle, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, seront dans l'obligation de pouvoir recevoir les facturations électroniques. En revanche, l'émission des factures électroniques n'est obligatoire au 1er septembre 2027 n'est obligatoire au 1er septembre 2027 pour la plupart des entreprises. Vous avez les seuils sur les côtés. Tout ce qui concerne les TPE et les PME, donc les entreprises qui ont moins de 250 personnes, moins de 50 millions de chiffre d'affaires, l'émission de facturation électronique, ou je dirais le fait d'être soumis à la réforme de la facturation électronique, ce sera 2027. Donc on devra émettre les factures électroniques en 2027. En revanche, on devra recevoir en 2026. Seules les grandes entreprises et les ETI sont dans l'obligation d'émettre à partir du 1er septembre 2026. C'est un peu logique qu'il y ait des personnes qui soient obligées d'émettre à partir du 1er septembre 2026, parce que sinon, en réception, vous n'auriez rien à recevoir. Donc voilà. Donc vous allez recevoir des factures de grandes entreprises à partir du 1er septembre 2026, sous format électronique, et il faudra être en capacité de les absorber, et vous allez devoir émettre pour la plupart d'entre vous, au 1er septembre 2027. Ceux qui seraient au-dessus des seuils de 250 personnes et 50 millions, l'émission serait également au 1er septembre 2026. Voilà, j'espère que c'est clair pour ces délais. Je reviens plus en détail sur l'opération de e-invoicing. Donc c'est la première opération, c'est le fait d'envoyer des factures sous format de fichier. Alors quand on dit ça, qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Ça veut dire que le schéma d'envoi des factures est complètement modifié. Alors, non seulement on envoie des factures qui ne sont plus des papiers, mais quand on dit facture électronique, ce n'est pas non plus un envoi d'un PDF par mail. C'est vraiment un envoi de fichier. Un envoi de fichier, c'est du code comme ça, qui est connecté éventuellement avec une facture physique. Enfin, en tout cas, il faut que la facture puisse être lue par un humain. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que ce qui est intéressant, c'est de communiquer avec un ordinateur. Donc, une facture, ça aura cette tête-là, globalement. Ce sera un gros fichier de données. Et ce fichier de données, en aucun cas, il ne sera envoyé par vous, fournisseur, à votre client. Il sera envoyé à une plateforme privée, une PDP, une plateforme de dématérialisation partenaire. Donc vous allez envoyer votre facture à une PDP. La PDP va communiquer avec la PDP qu'aura choisi votre client. Elles sont dans l'obligation de pouvoir se parler entre elles. Alors il y a des modalités un peu spécifiques, mais elles ont dans l'obligation de communiquer entre elles. Et votre client, lui, ira chercher sa facture sur sa PDP. Donc le flux, c'est l'entreprise communique à la PDP, qui communique à la PDP du client, et c'est sur cette PDP que le client va récupérer sa facture. Donc il n'y a plus jamais d'envoi de facture directement de l'entreprise A à l'entreprise B, sous réserve évidemment qu'on soit soumis au invoicing, donc que ce soit des entreprises françaises. Comment est-ce que l'État est au courant de tout ça? Lui, la PDP va communiquer au portail public de facturation toutes les données de facturation, et c'est avec ça que l'administration fiscale va essayer de pré-remplir les TVA et va faire ses contrôles. Voilà. Donc sur le PPF, sur le portail public de facturation, il y aura un annuaire qui est en cours de constitution, dans lequel toutes les entreprises françaises seront référencées, et chaque entreprise devra choisir une PDP qui sera en lien avec l'annuaire pour que le flux aille jusqu'à l'administration et ensuite que le flux aille jusqu'au client. Voilà, donc voilà comment ce que ça va fonctionner. Il n'y aura plus en aucune manière de communication directe de l'entreprise A à l'entreprise B de facture. Concernant les mentions, on a sur les factures, à l'heure actuelle, on a une vingtaine de mentions obligatoires, et il y en aura 26 dans le cadre de la réforme de la facturation électronique. Donc quand vous devrez émettre des factures, il y aura un certain nombre de mentions obligatoires, 26. Et il y en aura 8 nouvelles qui seront additionnées dans un deuxième temps, qui concerneront là pour le coup les prix unitaires, les quantités, hein, ce type de choses. Là, c'est avant tout des numéros de clients, des régimes de TVA, des codes de TVA, du hors-taxe, du TTC. Donc ces factures, pour la plupart d'entre elles, étaient déjà obligatoires, sauf que dans certains cas de figure, quand on auditait vos factures, on pouvait se rendre compte qu'il pouvait manquer une ou deux mentions, mais c'était pas franchement bloquant. Voilà, il y avait des sanctions qui étaient prévues, mais
tombait rarement et en tout cas, c'était pas bloquant dans votre flux avec votre client. En revanche, maintenant, si votre facture n'est pas conforme, c'est-à-dire que si le client, on n'a pas sa correcte identification, son numéro SIREN, son identifiant TVA, ou si les codes articles sont mal paramétrés avec un mauvais code de TVA, bah, la facture ne pourra pas passer la PDP, et si elle ne passe pas la PDP, bah, elle ne pourra pas arriver sur la PDP de votre client, et si elle n'arrive pas sur la PDP de votre client, il ne pourra pas la payer. Donc là, c'est quand même complètement majeur dans le circuit et dans la façon dont on transite les factures entre vous. Il faudra absolument être en conformité sur cet aspect-là. Le risque, là, c'est pas une sanction éventuelle, c'est le fait de ne pas être payé de sa facture. Donc ça, c'est l'invoicing. C'est la facturation, ça concerne donc l'émission de factures à des entreprises françaises. Le e-reporting. Alors le e-reporting, c'est assez compliqué aussi. Ça concerne donc la transmission de deux types de données. La transmission de factures qui ne seraient pas émises à des entreprises, mais à des particuliers. Donc là, toute la facturation, alors que c'est une forme de facture ou pas d'ailleurs, hein, toutes les transactions qui ont été émises auprès de particuliers, il faudra en faire un reporting auprès de l'administration pour qu'ils sachent quel est le chiffre d'affaires que vous avez effectué avec des particuliers. Donc là, ça se jouera sous forme d'agrégation. Votre PDP enverra par décade le plus souvent, sauf si vous avez opté sauf si vous êtes sur des régimes de TVA qui permettent que ce soit au mois, voire aux 2 mois. À la décade, il y aura une transmission des informations centralisées concernant le chiffre d'affaires que vous avez fait avec des particuliers. On aura le même type d'informations et de transmission d'informations pour ce qui concerne les ventes intracommunautaires, de biens et de services et l'export. Donc là, la transmission se fera pas de la même façon, ce sera, je dirais facture par facture, mais ce sera pas plus exactement, ce sera pas facture par facture, ce sera un fichier de facture, mais dans lequel on aura toutes les lignes de facturation. Ce sera pas un montant groupé comme c'est pour le e-reporting côté facturation avec des particuliers. Mais à la limite, peu importe. Il y aura une transmission de données de transactions de deux types, les particuliers et les ventes auprès à l'export qui sera faite sur la PDP. Donc si jamais l'outil est bien paramétré et que vous faites toutes vos factures avec le même outil de facturation, finalement ce sera assez simple. La PDP pourra choisir automatiquement ce qui est une facture qui doit être envoyée au titre du e-invoicing à l'administration fiscale et pourra envoyer directement à l'administration aussi les montants centralisés concernant le e-reporting de transactions. Donc la principale question qui va se poser pour les gens qui font beaucoup de ventes aux particuliers en réalité, c'est la compatibilité des systèmes de caisse avec les PDP. Donc pour le moment, on n'a pas de fichier standard au niveau des caisses. Donc, comment est-ce qu'on peut connecter les caisses au PDP pour que soit envoyée de manière simple l'information à l'État? Voilà ce qui est en jeu en ce moment. Bon, là-dessus, évidemment, les logiciels ont travaillé la question et on pourra vous aider. On a aussi à la marge le e-reporting de transactions côté acquéreur, mais ça je vais aller beaucoup plus vite. C'est ce qui concerne les acquisitions intracommunautaires de biens et de services. Vous savez qu'il y a des écritures d'autoliquidation de TVA sur ce type d'écriture. Donc il y aura aussi à faire du e-reporting là-dessus. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire aussi? C'est que se pourra se poser la question quand vous allez devoir émettre des factures à des entreprises étrangères qui ne sont pas soumises au e-invoicing, mais qui sont soumises au e-reporting. Comment est-ce qu'on va faire pour envoyer ces factures-là au client au final? Est-ce que ça va se faire par mail ou est-ce que la PDP pourra le faire directement parce qu'elle aura les coordonnées mail ou postales de votre client à l'étranger? Ça fait partie des questions subsidiaires qui seront tranchées avec le choix de la PDP. Donc le e-reporting de paiement,
Ça, c'est le deuxième type de e-reporting, hein. Je vous rappelle le schéma, il y a les e-reporting concernant la transaction et concernant le paiement. Concernant le paiement, c'est le fait de déclarer, si vous êtes une entreprise qui fait des prestations de services qui sont donc soumises à TVA sur les encaissements, il faudra faire l'agrégation des montants qui ont été payés pour que ce soit correctement déclaré à l'État. Et ça, évidemment, il y a une fréquence aussi, et ça aurait été trop simple que ce soit la même que celle de e-reporting de transaction, donc il y a une fréquence qui est spécifique aussi, qui sera dans les, qui est à respecter. Alors, si je veux faire un petit point de synthèse, et Aymeric, n'hésite pas à compléter hein, si tu veux clarifier certaines choses. Si je veux faire un petit point de synthèse entre ce qui concerne le e-invoicing, le e-reporting, on en a parlé un peu en détail, mais c'est donc quand il s'agit de deux assujettis à la TVA établis en France, ce sera du e-invoicing. La facture sera transmise entre PDP et à l'administration et sera dans un des trois formats. Alors j'ai oublié de parler des formats. Le format le plus courant des factures électroniques, c'est le format Facturix, mais il en existe deux autres, UBL et C2I. Vous avez, je pense, entendu déjà parler de Facturix. Les factures seront transmises à la DGFiP, à l'État, ainsi que les données de paiement sous 24 heures, et la fréquence du flux, ce sera la facture. Le e-reporting, c'est des transactions entre un assujetti à la TVA en France et un non assujetti, qu'il s'agisse de particuliers ou bien d'entreprises internationales. La facture est libre, il n'y a pas d'obligation sur le format de la facture. En revanche, il faudra transmettre le flux à la DCAD mensuellement ou bimensuellement selon votre régime de TVA. Donc Et si donc, si vous avez utilisé, si vous faites toutes vos factures via le même logiciel de facturation et que les données se transmettent correctement à la PDP, les enjeux du e-reporting pourront être assez simples côté transaction. Et si jamais on arrive à récupérer, si ça vaut le coup, vos données bancaires concernant le paiement, les enjeux du e-reporting pourraient être aussi relativement simples côté e-reporting de paiement, mais ça nécessite de s'organiser. Et donc, pour compléter ce que tu dis, Pierre, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui vont évidemment être concernées par l'ensemble de ces reporting, etc. Et je prends l'exemple de la viticulture, où entre les primeurs sur lesquels il y a des encaissements, ben forcément, il y aura de l'e-reporting de paiement. Pour peu que vous ayez une boutique dans laquelle vous vendiez une partie de votre vin, ben, il y aura de l'e-reporting de transaction. Et après, il y aura toutes les factures courantes qui peuvent être faites de vente de vin à du négociant, etc. Donc, il ne faut pas considérer que vous pouvez n'être soumis qu'à une obligation, mais vous pouvez être soumis, malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, à l'ensemble de toutes ces obligations. Et donc, ça nécessitera, et ça sera, on y reviendra après, de faire un état des lieux préalable de toutes les formes, des obligations qui seront les vôtres. Alors, concernant la troisième obligation, le cycle de vie des factures. Qu'est-ce que ça veut dire cette affaire? Ça veut dire que toutes les factures les factures que vous allez émettre sur la PDP et qui seront transmises à la PDP de votre client, eh bien, il y aura un statut qui existera sur la plateforme et vous verrez que la facture a été déposée. Voilà, et qu'elle a été émise. Ce sont des statuts que vous verrez dans votre PDP. Donc, l'endroit où en est votre facture de vente, ce sera connu sur votre PDP. Côté acheteur, bah, quand une facture arrive, elle arrivera sur votre PDP, vous la verrez, bon, tel fournisseur m'a envoyé une facture, et il faudra que vous disiez si vous la prenez en charge ou pas, si vous l'approuvez ou pas. Et ça fait partie des statuts, je dirais, il faudra suivre le cycle de la vie de votre facture à l'intérieur de la PDP. Ce cycle de vie de votre facture, quand elle arrive à un stade, bah, c'est communiqué côté client, c'est-à-dire que si jamais vous refusez de prendre en charge la facture, par exemple, parce que c'est une anomalie, on vous envoie une facture de 1 milliard de dollars, ça n'a rien à voir avec votre activité, vous avez quand même le droit de la refuser, celle-là, mais ça, ce sera renvoyé au fournisseur qui aura l'information comme quoi la facture a été rejetée et il devra, lui, en tirer les conséquences. Donc, tous ces cycles de vie sont prévus sur les PDP et se communiqueront entre la PDP de l'acheteur et la PDP du vendeur, du dépôt de la facture, jusque dans certains cas, jusqu'à l'encaissement.
Alors, je pense que ce sera prévu sur toutes les PDP. Ce ne sera obligatoire rigoureusement que sur les prestations de services soumises à la TVA sur les encaissements. Mais je pense que vous aurez dans toutes les PDP, en tout cas dans toutes celles qu'on a vues, il est prévu que le cycle de vie de la facture soit complété du début jusqu'à la fin, donc du dépôt de la facture jusqu'à son paiement. Donc, bah, ce sera très pratique parce que ça, bah, vous aurez l'intégralité de l'état des lieux de ce qui se passe au même endroit. Ça permettra le pré-remplissage de la TVA. En revanche, c'est très impactant quand même en termes d'organisation parce que ça veut dire que là où vous pouviez avoir l'habitude de parapheur ou d'un système de validation de facture qui vous est propre, bah là, quelque part, ce cycle de vie de la facture qui est prévu par la PDP va devoir venir s'intégrer dans vos process parce qu'évidemment, bah, il va falloir cliquer sur le fait que vous ayez accepté la facture, que vous l'ayez refusée, éventuellement que vous ayez encaissé l'argent. Donc ça, bah, c'est quand même plus facile si c'est automatisé. Donc ça va faire quand même pas mal d'enjeux, puisque pour que informatiquement, si on veut savoir si la facture a été encaissée ou pas, bah, il va falloir informatiquement faire en sorte que la PDP soit connectée directement à la banque, soit que quelque part la PDP soit connectée à votre comptabilité qui est elle-même connectée à la banque. En termes d'organisation, il va falloir considérer que la PDP est un élément hyper important dans votre gestion et dans votre structuration, puisque c'est là où vous allez devoir déclarer un certain nombre de choses. Et les PDP vont pouvoir aussi proposer un certain nombre de fonctions additionnelles qui pourront peut-être vous être utiles. Et il faudra choisir, regarder les PDP en fonction de ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez mis une facture mais qu'elle n'est pas encaissée, peut-être que ça pourrait être pratique de faire les relances directement depuis la PDP, ou pas, ça peut dépendre des organisations. Et peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez une facture à payer, ce sera peut-être plus facile de la payer directement depuis la PDP. C'est pour ça qu'en fait, il y a énormément de PDP qui se sont déclarés. En fait, pour être PDP, il y avait un cahier des charges à respecter. Et là, à ce jour, il doit y avoir plus de 85 PDP qui se sont inscrites auprès de l'État, qui sont en cours de test, pour justement traiter ce type de flux. Dans ces PDP, on a pas mal de gens qui viennent du monde de la banque, parce qu'elles, justement, elles veulent pouvoir elles ont la connexion avec les flux bancaires, c'est facile pour elles de me donner ce qui a été encaissé, décaissé, mais ce qu'elles veulent, c'est surtout pas que les flux de paiement qui pourraient être faits par les PDP leur échappent. Il y a des gens qui viennent du monde de la facturation, qui se disent, bah, écoutez, moi j'ai déjà un logiciel de facturation métier qui fonctionne très 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 bien. Ce serait quand même dommage que je puisse pas envoyer mes factures sur les PDP de mes clients finaux et que je ne puisse pas envoyer les factures à l'administration. Donc il y a des PDP côté éditeurs de logiciels de facturation et de gestion commerciale qui se sont positionnés. Et en fait, il y a aussi des outils qui étaient des outils qui nous venaient de la réception des factures d'achat. Il y a des outils qui sont des outils d'ossérisation qui reconnaissent les factures d'achat à l'heure actuelle, qui sont capables, quand ils reçoivent une facture par mail, scannée, et ben, ils sont capables de trouver le montant hors taxe, le montant de la TVA et de comptabiliser correctement la facture directement dans les comptabilités. Donc ces logiciels-là ont aussi intérêt à devenir PDP parce qu'eux, ils savent très très bien euh, appréhender le cycle fournisseur et la réception de factures, et ils sauront aussi très très bien appréhender la période intercalaire dans laquelle on aura, entre 2026 et 2027, à la fois des factures anciennes moutures qui seront émises par des entreprises qui ne seront soumises à la facturation électronique qu'à partir de 2027, et des facturations de nouvelles moutures, donc facturation électronique à proprement parler. Donc elles pourront gérer facilement les deux types de factures. Voilà. Donc on a pas mal de PDP. Ce qu'il faut savoir, je vais aller directement sur la diapositive des enjeux. Ce qu'il faut savoir, c'est que il est prévu énormément d'actions commerciales en ce moment. Là, vous devez recevoir beaucoup d'informations des PDP qui vous disent connectez-vous, venez chez nous. Donc ça, on a envie de vous dire, faites un petit peu attention quand même, parce que le choix de la PDP va dépendre un petit peu de votre organisation à vous, de ce que vous voulez qu'elle ait comme fonctionnalité supplémentaire, de sa connexion avec votre logiciel de vente si vous en avez un, et de la facilité avec laquelle elle pourra communiquer avec votre comptabilité.
Donc ça, c'est un sujet. Deuxième sujet, c'est que les PDP sont pas encore opérationnels aujourd'hui à 100%. Il n'y en a aucune qui soit opérationnelle. Elles sont toutes en cours d'audit par l'administration. Et nous, on n'en a vu aucune tournée en version définitive. On a pas mal de choses qui sont en mode projet, qui fonctionnent plutôt pas mal, mais on n'est pas tout à fait au bout. Donc, notre conseil là-dessus, c'est quand même de faire le truc, de voir le sujet avec nous pour qu'on fasse le choix qui est le plus opportun concernant votre organisation. Aymeric, je ne sais pas si tu veux rajouter peut-être quelque chose là-dessus. Oui, ce que tu dis, Pierre, est très important. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on voit bien, parce que vous nous le remontez, qu'en fait, il y a quand même une sursollicitation de tous vos partenaires, que ce soit les vendeurs de photocopieurs, des banques, etc. Et donc, c'est, à mon sens, très important de se focaliser sur l'organisation qui est la vôtre, ce que vous voulez mettre en place, etc. Quelles sont vos obligations dans le cadre de la réforme, et pas du tout de choisir votre PDP. C'est-à-dire que ça viendra en son temps, parce qu'aujourd'hui, dans l'hypothèse où vous allez, entre guillemets, un peu trop vite pour vous débarrasser du sujet, on ne sait pas très bien. Enfin, en tout cas, l'administration n'a pas encore défini comment on faisait pour changer de PDP si à un moment on considère que celle qu'on a choisie, c'est pas la bonne. Donc tout ça pour dire que c'est hyper important de vous y être pris, de commencer à vous intéresser sur le sujet maintenant, mais il va falloir prendre le temps nécessaire, et bon an, mal an, c'est ce qu'on verra tout à l'heure dans le calendrier que tu as présenté, Pierre, l'analyse et le cadre qui va être le vôtre est vraiment ce qu'il faut regarder en premier aujourd'hui avant ce choix-là. Voilà. Voilà. Alors ça peut paraître un peu complexe, un peu touffu, hein, ce que je vous dis, le invoicing, le e-reporting, il y a quand même pas mal d'obligations. Je comprends là voilà, qu'on puisse concevoir un certain niveau de complexité. Malgré tout, il s'agit quand même que d'émissions et de réception de factures. C'est des choses assez classiques. Il y a quand même beaucoup de pays qui y sont passés avant nous et pour lesquels ça s'est bien passé. Donc il n'y a pas non plus de raison d'avoir particulièrement peur de la chose. Ce qu'il faut simplement, c'est ce que vous faites, vous en occupez suffisamment tôt et puis de le faire avec nous pour qu'on puisse trouver les meilleurs outils et les meilleures façons de raisonner. Donc, qu'est-ce que ça implique à, à moyen terme, à court terme et à moyen terme? Bon, déjà d'avoir une facturation aux normes. Évidemment, c'est ce qu'on a dit. Si on ne peut pas, si on n'a pas toutes les mentions obligatoires, si on n'a pas les corrects codes de TVA sur les produits, si on n'a pas la bonne adresse du client, on ne peut pas émettre de facture. Donc là, c'est tout de suite échec et mat. Donc ça, c'est le premier sujet sur lequel il va falloir bosser. C'est au moins être sûr que côté logiciel de facturation, vous soyez au clair. Alors il y a même, je dirais, ça peut être un gros sujet, hein, parce qu'il y a quand même un certain nombre d'entreprises, de petites entreprises qui facturent Excel ou Word. Alors je dis pas que ça va être totalement interdit, hein, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait imaginer convertir des factures Word ou des factures Excel dans un format où si toutes les mentions sont obligatoires, dans un format qui serait compatible avec les PDP, mais ça va devenir très très compliqué. C'est-à-dire que d'avoir toutes ces mentions-là toujours à jour, c'est quand même plus simple avec un logiciel de facturation qui fonctionne. Réfléchir à son organisation interne, c'est-à-dire qu'il va falloir quand même regarder un petit peu le processus de vente et le processus des achats, voir si vous avez un logiciel de facturation métier, eh bien, il va falloir voir comment est-ce qu'on l'interconnecte avec la PDP, comment est-ce qu'il est connectable facilement avec la PDP qu'on aura choisie ou avec vous. Réfléchir aussi avec la connexion du flux de paiement client. S'il y a des services qui sont vendus, il va falloir que vous fassiez le e-reporting de paiement. Donc, comment est-ce qu'on récupère l'information bancaire? Donc, ça se fait, on sait faire, mais il faut voir comment est-ce qu'on connecte la banque. Est-ce que c'est sur la PDP? Est-ce que c'est dans la compta et on connecte la compta à la PDP? Voilà, ce genre de choses. Revue du process achat. Donc là, il va falloir forcément, il va falloir indiquer dans le cycle de vie des factures où est-ce que vous en êtes. Si vous avez déjà un process achat qui fonctionne avec peut-être des choses qui sont déjà digitalisées, comment est-ce qu'on fait interagir entre les deux processus? Et si vous n'avez pas tout ça, est-ce que c'est pas l'occasion justement de mettre en place un processus de validation des achats qui soit digitalisé? Parce que ça va être compliqué d'avoir quelque part un parapheur de facture papier
pour ensuite aller devoir cliquer sur la PDP pour dire c'est fait, c'est pas fait. C'est possible, bien sûr, mais c'est plus compliqué. Donc ça peut être il y a deux optiques, hein. Soit on essaie de respecter la réglementation à minima et on peut faire comme ça, mais il faut le penser et le réfléchir. Soit on en profite pour améliorer un petit peu son organisation et être plus efficace dans ce nouveau contexte de facturation électronique. Et ensuite, il va falloir choisir la PDP. Donc choisir la PDP, bah, ça veut dire évidemment c'est une PDP qui respecte les spécifications de l'administration. Donc il faut qu'elle puisse faire tout ce qui est prévu dans le cahier des charges, émettre des factures, émettre des fichiers de facturation, émettre des fichiers de e-reporting, faire la gestion du cycle de vie des factures. Évidemment, il faut qu'elle soit interopérable avec les autres outils. Alors là, il peut y avoir des pièges, c'est-à-dire que toutes les PDP ne sont pas forcément interopérables facilement avec toutes. Donc pour pouvoir communiquer avec la PDP de votre client final et que le client final puisse avoir la facture, il faut que les PDP communiquent entre elles. Donc là, il y aura 2-3 petites choses à vérifier, mais normalement, ça se passe bien. Et imaginez aussi peut-être les services complémentaires dont vous pourriez avoir besoin, relance des factures, paiement des fournisseurs, gestion des factures hors périmètre, c'est-à-dire voilà, ça c'est typiquement la facture que vous émettez pour une entreprise internationale ou pour un particulier. Est-ce que la PDP est capable de l'envoyer directement ou est-ce qu'il faut gérer un autre circuit? Voilà 3 questions qui pourraient se poser concernant le choix de la PDP. Donc ça, c'est des questions sur lesquelles on peut vous orienter. On en a vu une dizaine, on en a retenu 3 ou 4 au cabinet déjà, donc on a pré-retenu. Donc on a des éléments là-dessus. Feuille de route, peut-être un petit peu avec une route. Comment est-ce qu'on essaie de réfléchir à tout ça dans le temps? Donc veille information sur les outils, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est ce que vous faites avec nous. Assister à des séminaires, de savoir un peu ce qui se passe, c'est très bien. Ensuite, ce qu'il va falloir faire de votre côté, ou avec nous, c'est de faire la cartographie des process d'achat et de vente. Quels sont le type de flux que vous avez? Est-ce que vous avez des particuliers? Est-ce que vous avez de l'international? Est-ce que vous avez des services? Pas que. Quelles sont les obligations auxquelles vous serez soumises? Ça, c'est un premier point. Et deuxième point, c'est revue des outils de facturation. Est-ce que votre façon d'émettre les factures, elle va être conforme? On va passer les mentions obligatoires. Et est-ce qu'il y a des choses à travailler sur ce sujet-là? Une fois qu'on aura ça, on pourra choisir assez vite la PDP, faire les tests pour pouvoir recevoir les facturations électroniques en septembre 2026. Et ensuite, on a mis test logiciel de facturation entre 2026 et 2027. Ça, c'est dans l'hypothèse où vous êtes plutôt côté PME, pour émettre ensuite les facturations électroniques en septembre 2027. Voilà pour ça. Aymeric, là-dessus, ça te semble Oui, clair? en fait, la conclusion et ce qu'on voulait apporter aussi ce matin à votre réflexion, hein, c'est que le choix de la PDP, ça va être très structurant pour votre entreprise, mais c'est pas non plus quelque chose d'insurmontable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, majoritairement, vous avez un logiciel de vente qui sera mis à jour par votre éditeur pour suivre l'ensemble de ses obligations. Donc, la conclusion, enfin l'une des conclusions qu'on pourrait retenir de cette présentation, c'est que oui, c'est un sujet dont il faut s'occuper, ça c'est sûr, mais qui, pour beaucoup d'entre vous, ne sera que, on va dire, une forme de rigidification ou en tout cas de, de- d'écriture ou de suivi de process qui existent aujourd'hui pour juste s'assurer qu'ils vont répondre à l'ensemble des obligations que nous impose la DGFiP. Donc oui, c'est important, mais c'est pas non plus quelque chose d'insurmontable voilà, c'était un peu le message qu'on voulait aussi faire passer aujourd'hui. Oui, oui, encore une fois, il y a plein de pays qui y sont passés avant nous et qui ont très bien réussi. Et ça fait déjà pour certains une dizaine d'années. Donc ça se fait, hein, très bien. Voilà. Ce qu'on peut vous proposer en termes d'accompagnement, alors évidemment, il y a plein de choses que vous pouvez faire vous-même, hein. C'est le diagnostic de maturité, de connaître vos flux, de voir à quoi vous êtes éligible, quelles seront vos obligations en termes de invoicing, e-reporting, votre niveau de maturité. C'est des choses, vous pouvez les appréhender seul. On peut aussi vous aider si vous en avez besoin. On peut vous aider. Alors, je parle pour des clients. J'ai vu que dans la liste des clients invités, il y avait des clients en commissariat aux comptes. En commissariat aux comptes, on ne peut pas faire la totalité de tout ça. On peut notamment pas vous aider sur le choix de la plateforme et la mise en œuvre des branchements. Ça, c'est des choses qui sont incompatibles avec les missions de commissariat aux comptes. En revanche, en expertise comptable, notamment si on tient la comptabilité, on peut vous aider à choisir votre plateforme ou le logiciel adapté. On peut aussi vous aider à paramétrer les outils, former les équipes. Et
le troisième sujet qui peut se poser, c'est ce qu'on disait un petit peu au début, eh bien, on peut profiter de cette nouvelle obligation pour quelque part en faire une opportunité d'optimisation des processus comptables, achat et vente. Là aussi, c'est des choses sur lesquelles on peut vous aider. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions qui ont été mises, j'aurais dû en parler dès le début d'ailleurs. Dans la conversation, vous pouvez mettre des questions. Alors pour l'instant, il y en a une, Pierre, Ouais, qui alors moi est j'en ai noté aussi sur, il y en avait qui avaient posé des questions avant le séminaire, donc peut-être que donc la question, le temps que tu vas-y. regardes, la première question, c'est comment fait-on pour envoyer une facture à un particulier? Et en l'occurrence, la personne qui a posé la question, c'est parce que dans ses clients, a priori, les particuliers concernés sont plutôt des personnes âgées. Ouais. Donc je ne sais pas si tu Alors veux là-dessus, répondre. il n'y a pas d'obligation d'émettre des Voilà, factures, exactement. électroniques. Je reviens sur le schéma de base. Heu, vous ferez comme vous voudrez pour émettre la facture à un client particulier, vous pouvez faire comme maintenant. Ça, il y a pas de débat là-dessus. Hop là, ce qui va se passer, c'est qu'on ne sera pas dans le cadre de e-invoicing sur les particuliers. Je reviens sur le schéma, de base. On ne sera pas sur la problématique e-invoicing, on sera sur la problématique e-reporting. Pourquoi? Parce que le client final n'est pas connecté à une PDP, c'est une personne physique, donc elle ne pourra pas recevoir ses facturations de manière électronique. Donc vous enverrez, la facture comme d'habitude. Ça peut être une facture papier, ça peut être une facture qui est faite avec votre logiciel de facturation. Ce qu'il faudra voir, c'est comment est-ce que vous la transmettez à votre client. Vous pouvez la transmettre comme vous avez envie et comme d'habitude. La seule obligation que vous aurez, ce sera le fait de faire le reporting de ces factures. Hop là, je me trompe sur mes diapositives, excusez-moi. Vous aurez l'obligation de faire l'agrégation des factures que vous aurez émises auprès des particuliers, les transactions B2C. Vous devrez déclarer dans la PDP quel est le chiffre d'affaires que vous avez fait avec les particuliers, le plus souvent par décade. Voilà. Mais pas d'obligation de transmettre de manière électronique des factures à des particuliers. Après, si la PDP est capable d'envoyer par mail une facture à un client particulier, c'est possible, mais c'est pas obligatoire. Donc, il y a une autre question qui est comment transmettre le chiffre d'affaires mensuel pour la déclaration de TVA. Donc, en fait, ben, c'est un peu ce que tu as indiqué là, Pierre, c'est-à-dire que toutes les obligations d'aujourd'hui de transmission de TVA qui sont au trimestre, au mois, etc., en fonction des options qui sont les vôtres, en fait, toutes celles-là, elles vont être bouleversées, toutes ces habitudes, dans le sens où ben, c'est l'ensemble du e-reporting, donc de transactions ou de paiements, qui devrait être remonté à l'administration fiscale. Donc, il y a un rythme qui est beaucoup plus soutenu qu'aujourd'hui. Ça, c'est sûr, puisque ça peut être pour les plus serrés tous les 10 Les jours. cadres. Et donc ça nécessite cette fameuse automatisation de suivi, parce que c'est grâce à cet automatisme que vous saurez bah, les factures éventuellement que vous avez émises vis-à-vis des particuliers, les encaissements que vous avez encaissés pour les particuliers, si c'est dans votre périmètre, ou la partie juste encaissement des prestations de services. Donc, quelque part, les obligations qui sont aujourd'hui les vôtres en termes de déclaration de TVA, ben, on va les oublier puisque ça devra s'automatiser et être plus fréquent sur la base de tous les reports qui sont là Voilà. sur l'écran Alors, que vous voyez. voilà. En fait, il y a deux choses qui vont être transmises à l'administration en direct, hein, le e-reporting, donc toutes les données de paiement et de transactions concernant les particuliers et les entreprises internationales, et seront transmises à l'administration aussi toutes les factures émises auprès d'entreprises françaises, facture par facture. Donc, quelque part, le transfert, transmettre le chiffre d'affaires mensuel, comme la PDP aura transmis à la PPF toutes les factures une par une concernant les entreprises, ce sera déjà déclaré quelque part. Ici, concernant le e-reporting, bah, les données seront également transmises et donc vous aurez une déclaration de TVA qui sera à terme pré-remplie.
En revanche, pour le moment, il n'est pas du tout prévu qu'on n'ait pas la main sur la déclaration de TVA, donc il y aura pendant, je pense, de nombreuses années, la possibilité de rectifier sa déclaration de TVA pour lesquelles les modalités n'ont pas été modifiées, les délais non plus. Donc simplement, elle sera pré-remplie par ce type de flux, et évidemment qu'il y aura des contrôles qui seront opérés entre la déclaration de TVA des finales et celle qui était pré-remplie, et que s'il y a de gros écarts, bah, l'administration se demandera au bout d'un certain nombre de mois pourquoi. Alors, dans les autres questions, donc, nous avons comment se passe le transfert de factures vers des pays qui sont déjà en facturation électronique? Alors, pour ce qui concerne, alors nous, si on se positionne côté acheteur, nous, quand c'est une facture qui nous vient de l'étranger, elle n'a pas du tout l'obligation d'être aux normes de facturation électronique française. Et quelque part, bah, on va devoir la traiter comme un achat hors périmètre. Donc vous devrez, votre PDP la reconnaîtra certainement, essaiera de l'OCRiser pour la faire rentrer dans le système. Voilà. Donc là, il n'y a pas d'obligation, les étrangers n'ont pas d'obligation de se conformer à la facturation électronique française, tout comme les Français n'ont pas d'obligation de se conformer à l'obligation de facture électronique étrangère, à mon sens. Enfin, en tout cas, j'ai pas entendu parler de choses comme ça. Normalement, toutes les facturations électroniques sont pour le moment, mais c'est en cours d'analyse et en cours d'étude, relativement étanches les unes avec les autres. Et donc, c'est bien pour ça qu'il y a le e-reporting, c'est aussi pour essayer de rendre compte des opérations internationales et pas que des opérations aux particuliers. Tout ce qui concerne l'international, vu que les formats de facture ne sont pas les mêmes, ça ne peut pas marcher dans le invoicing, et c'est pour ça que ça marche dans le e-reporting. Alors, la déclaration d'échange de biens, est-ce qu'elle sera automatisée aussi? Peut-être à terme, mais pas pour le moment. Pour le moment, l'obligation de déclaration d'échange de biens, elle existe toujours. Je vois aussi comment gérer une facture client divers. Bah, client divers, si c'est une entreprise, ça n'existera plus, hein. Il faudra un numéro, identifier son client. Et si c'est des clients divers particuliers, comme la question a été précisée, ben en fait, là, on rentre dans le cadre du suivi des mouvements des particuliers. Donc, il y a pas besoin forcément d'avoir le nom des particuliers. En tout cas, ça ne fait pas partie des... C'est Non, juste ce qu'ils serait sont... exactement, une agrégation. Voilà. Alors comment ça se passera la comptabilisation des achats? Bah, normalement, c'est un peu l'objectif aussi, si on fait les choses correctement, c'est qu'à partir du moment où la PDP va récupérer toutes les factures, d'achat, bah, alors si possible évidemment, de manière obligatoire, toutes celles qui relèvent du invoicing, et si possible aussi OCRiser toutes celles qui viennent soit de l'étranger, soit éventuellement d'une association. Normalement, toutes les factures d'achat passeront donc par le prisme PDP. C'est par là aussi que on donnera le cycle de vie de la facture, où est-ce qu'on en est dans son cycle de vie. Et l'objectif, c'est évidemment que la PDP soit connectée avec la comptabilité pour que, avec des pièces données, bah, l'écriture comptable se transfère automatiquement, je vais y arriver, dans la comptabilité. Donc l'idée, c'est bah, de diminuer, voire d'arrêter complètement la saisie. Évidemment, il n'y a pas d'obligation à connecter la PDP avec la compta, mais ce serait quand même fort dommage de devoir tout Oui. ressaisir alors que tout est traité dans l'outil et que c'est déjà des flux informatiques. Et pour compléter ce que tu dis, Pierre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça existe déjà, c'est-à-dire, mais aujourd'hui, majoritairement, les logiciels qui font ça traduisent les informations qu'elles ont sur des factures PDF. Demain, ça sera des flux informatiques, donc rien ne parle mieux à un ordinateur qu'un ordinateur. Donc ça veut dire qu'il sera tout à fait possible de trouver facilement quel est le fournisseur. Donc en comptabilité, le compte fournisseur sera facilement trouvé. Et pareil, comme on aura le détail des lignes par article, ça sera aussi possible d'avoir, même sur une facture complexe, d'associer un compte de charge à l'article que vous avez acheté ou à la prestation que vous avez achetée. Donc tout ça, on voit bien que ça va s'automatiser. Il y aura sûrement un bout de paramétrage, etc., de reconnaissance. Mais il y a déjà des outils qui existent pour faciliter ce paramétrage. Mais donc l'idée à terme, c'est que vous recevrez la facture, elle sera automatiquement décortiquée par votre logiciel et vous proposera une écriture comptable qui sera à valider ou automatiquement transmise dans votre comptabilité.
Alors, concernant peut-être les PDP, juste pour dire qu'au cabinet, nous, on a l'habitude de travailler pour les comptabilités qu'on saisit et qu'on révise avec ACD, c'est notre logiciel de production comptable qui est PDP. Donc, pas de difficulté normalement particulière, mis à part les branchements, mais en tout cas, c'est un outil qui passera à la facturation électronique. On a pas mal de clients qui disposent de Time aussi. Time est également PDP. Donc là, pas de tracas non plus particulier. On a un Généo aussi, certains d'entre vous utilisent peut-être Néo comme solution de récupération des achats, qui est aussi une PDP. Donc la plupart des outils que l'on propose nativement au cabinet sont des PDP, donc il n'y a pas de mutation ou de complexité particulière sur cette thématique-là. Et pour tous ceux qui s'organisent, qui tiennent leur comptabilité eux-mêmes, ou nos clients en commissariat au compte, bon, bah là, évidemment, on verra quelle est on peut regarder un petit peu avec vous quelle serait la meilleure PDP dans les différents candidats. Bon, donc la complexité de tout ça, bah, ça va un peu dépendre de votre quantité de flux, de factures et du nombre de flux, hein. C'est-à-dire que si vous avez beaucoup de flux internationaux, beaucoup de flux particuliers, beaucoup de prestations de services, ça va augmenter la difficulté. Si jamais vous êtes avec peu de factures et une typologie de flux relativement simple, je dirais le principal des enjeux, ça va se jouer sur quelque part comment régler correctement votre logiciel de facturation. Ça va être ça le principal enjeu à court terme. Ensuite, on se débrouillera de la récupération des factures d'achat. Dans les entreprises qui sont de taille plus importante, ce à quoi il faut bien penser, c'est l'imbrication du flux d'achat, de la validation des achats avec la PDP. Voilà, comment est-ce qu'on fait pour faire interagir votre processus d'achat que vous avez déjà avec les obligations liées au cycle de vie de la facture à l'intérieur de la PDP. Si on arrive à connecter les deux ensemble, eh ben, le tour sera joué et tout fonctionnera très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Aymeric, qui te viennent ou est-ce que toi tu as envie de faire des compléments? Alors, il y en a une juste qui s'affiche à l'instant. Est-ce que le choix d'une PDP est payant? Alors, la réponse est Oui. probablement oui, on va dire ça comme ça. Pourquoi je ne suis pas très précis dans ma réponse? C'est qu'aujourd'hui, chaque PDP n'a pas forcément défini son modèle économique. Ce que j'entends par là, c'est que certaines vont faire payer à la pièce, d'autres vont pas faire payer parce qu'elles considèrent que, enfin, pas faire payer les obligations de l'État, mais elles feront peut-être payer les services complémentaires, genre les relances, etc., etc. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de règle. Au départ, tout ça devait être gratuit puisque c'était l'État qui devait se charger de faire une forme de PDP, même un peu light, mais l'État a fait un refus d'obstacle sur le sujet. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, oui, on peut considérer que ça sera payant, on n'en connaît pas les modalités, et donc, à mon avis, ça fait partie des critères d'analyse que vous pourriez avoir quand vous allez, une fois que vous aurez fait votre diagnostic de quelles sont vos obligations et donc qu'il va falloir choisir la PDP, ça peut faire partie de vos critères de choix, le coût que ça va générer. Et malgré tout, ça aura un coût, ça c'est sûr, mais il faut avoir en tête ce que disait Pierre tout au début, c'est que le traitement de vos factures papier aujourd'hui a aussi un coût, alors qui est peut-être un peu masqué, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément une dépense en tant que telle, mais ça a quand même un coût. Donc, on peut quand même considérer que même s'il y aura un paiement à faire pour le choix de votre PDP, enfin les services de votre PDP, ça coûtera probablement moins cher qu'aujourd'hui si on additionne tous les coûts cachés. Voilà. Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, ah si, une petite dernière. On prend la dernière question et puis après on va vous libérer à l'heure. Y aura-t-il une transmission du logiciel de caisse à la PDP pour le chiffre d'affaires? Oui, c'est un gros enjeu, ça, effectivement. Les logiciels de caisse, ils travaillent tous à leur interopérabilité avec des PDP. Donc les PDP aussi essayent de rameuter les principaux logiciels de caisse dans leur équipe pour faire en sorte que le e-reporting se passe simplement. Mais oui, oui, il y a un gros enjeu de flux sur le déversement de la caisse dans la PDP. Au pire, si ça marche pas, ce sera la saisie d'un ticket Z à la décade. Ça peut toujours marcher. Je veux dire, il y a pas de, il y a, on n'est pas sur quelque chose de gravissime si ça ne fonctionne pas, mais c'est quand même pas très marrant de saisir son ticket Z. Donc, si on peut automatiser le transfert de la caisse
dans la PDP pour que le e-reporting se fasse tout seul, c'est un gros enjeu à terme. Voilà. Et à qui s'adresser chez BSF pour un accompagnement? Ben, on va vous donner, alors vous avez vos correspondants habituels, elles seront évidemment très bien placés pour répondre à la question, mais vous allez recevoir à l'issue du document aussi, à l'issue du séminaire, pardon, ce document, et vous allez voir notre ombine et nos adresses mail et numéros de téléphone, à moi et à Aymeric. Donc si vous avez une question particulière sur une thématique qui vous est chère, n'hésitez pas à revenir vers nous à ces adresses-là, on se fera un plaisir de vous répondre. On va vous libérer puisqu'il est 10 heures et que l'engagement, c'était que le rendez-vous soit de 9 à 10. N'hésitez pas, encore une fois, à revenir vers nous et Damien va vous envoyer aussi un questionnaire de satisfaction à l'issue de ce webinaire. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous envoyer des pouces verts, des likes, enfin tout ce qui convient pour qu'on réitère la réunion. Merci beaucoup.